Donc, séparation de biens, alors c'est des tableaux schématiques, hein. Patrimoine propre, patrimoine individu. Il n'y a aucun bien commun dans une séparation de biens. Donc, sont propres tous les biens, sauf exception. Et les biens individus sont les biens acquis ensemble. Et la jurisprudence est constante pour dire que ce n'est pas une question du financement, c'est une question de titre de propriété. Si les deux conjoints ou les deux partenaires pacsés, c'est pareil, ou en union libre, hein, c'est le régime de l'indivision, signent à deux, même si le bien était financé par l'un d'eux, eh bien, le bien est en indivision moitié-moitié. Et tous les biens dont on ne peut apporter la preuve de propriété sont présumés appartenir à l'indivision. Alors, j'aime mon régime préféré, mais c'est un peu idiot de dire ça, mais pourquoi? Parce que pour moi, il est malléable, ce régime-là. C'est-à-dire que c'est la séparation de biens avec société d'acquis. J'ai fait même un cours sur le sujet, uniquement sur ce régime-là, parce qu'il est complexe, peut-être moins complexe qu'une participation aux acquis, mais relativement complexe. Mais comme j'aime bien être souple, vous voyez, je vais raisonner pour que les choses ne soient pas faites irrémédiablement. Je vais prévoir, donc la société d'acquis est, comme son nom ne l'indique pas, une société, c'est simplement une masse de biens communs. Et je recommande ce régime-là même au premier contrat. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que plus on vit ensemble, quoique c'est faux, c'est pas toujours vrai, on va dire ça comme ça, plus en général la relation se délite ou se solidifie, et quand elle solidifie, on pourra décider de mettre en communauté certains biens qui étaient impropres dès lors qu'on veut privilégier son conjoint toujours par rapport à ses enfants. Souvenez-vous, si je fais passer des biens en communauté, c'est forcément au détriment des enfants. Donc, quel objectif? Mais je vais prévoir dans le contrat éventuellement ce qui fera partie de la société d'acquis. Je pourrais écrire que la résidence principale fera partie de la société d'acquis, même si je n'ai pas encore acquis cette résidence principale. Vous voyez, on peut prévoir le futur avec une société d'acquis. On n'est pas obligé d'apporter tout à la société d'acquis à un instant donné. Donc on peut prévoir en termes de revenus et en termes de patrimoine, ce qui fera partie de cette société d'acquis. Et on pourra même mettre des clauses assez souples pour qu'on puisse décider qu'un bien soit ameubli, comme on dit, fasse partie de la communauté. On pourra par exemple décider que les comptes bancaires ouverts sur un compte joint font partie de cette société d'acquis, alors que les comptes propres restent propres. Vous voyez? Et si je fais un virement du compte propre au compte joint, eh bien le bien passe d'un bien propre à un bien commun. Tout ceci sans fiscalité, puisque eh bien, l'avantage matrimonial ou la société d'acquis, ça résulte donc des régimes matrimoniaux et c'est des opérations intercalaires qui n'entraînent pas d'imposition sur la plus-value. Donc ici, la séparation de biens, je l'aime bien parce que c'est suffisamment souple dès lors qu'on ne met pas tout en communauté. Et il faudra toute la précaution rédactionnelle repose sur le contenu de la société d'acquis. Parce que si on n'est pas suffisamment précis, on va avoir aspiration par la société d'acquis. Parce que le régime de communauté prime sur le régime des propres. Ça veut dire que tous les biens comme ça dont on ne peut apporter la preuve de propriété seront considérés faire partie de la société d'acquis. Présomption de communauté. Voilà, les règles de communauté l'emportent toujours sur celles de la séparation. Et donc, on a intérêt à limiter l'objet de la société d'acquis. Et s'agissant de biens communs, on pourra renforcer les droits du conjoint et donc réduire les droits des enfants par des avantages matrimoniaux. L'avantage matrimonial
qui déroge à la règle du partage par moitié des biens de la communauté. Un avantage matrimonial n'est applicable que sur des biens communs. Les principaux avantages matrimoniaux sont le préciput, qui porte sur les biens déterminés, l'attribution intégrale de la communauté, donc tous les biens compris dans la société d'acquis, ou la répartition inégale, 2 tiers, 1 tiers, ou les forêts, ou voilà, très peu utilisé. Il y a d'autres, bien sûr, avantages matrimoniaux, tels que le mode de calcul des récompenses, voilà, mais c'est moins connu. Et on a tout intérêt à limiter la composition de la communauté. Et on a vu que si je fais tomber les titres de l'entreprise dans la communauté, j'aurai droit à 2 abattements, j'aurai droit aux tranches 2 fois les tranches marginales les moins imposées. Mais attention, alors, j'ai pas encore de jurisprudence qui dit que le changement de régime pour des raisons fiscales est constitutif de l'abus de droit fiscal, mais on rentre ici dans la définition de l'abus de droit fiscal. Et donc, si je donne sous couvert de protéger mon conjoint, que je donne tous les titres, ensuite, mon épouse et moi, mes enfants, vous voyez que la motivation économique de la protection du conjoint, elle n'existe plus. Donc, voilà. Et j'ai des schémas à peu près identiques qui aboutissent à l'abus de droit fiscal. Le schéma qui aboutit à l'abus de droit fiscal, c'est par exemple, monsieur et madame sont mariés, et monsieur a un enfant d'un premier lit, madame donne à monsieur, avec l'abattement de 81 000 € entre conjoints, et ensuite monsieur donne à son enfant avec l'abattement de 100 000. Donc on a eu un cas ici où il y avait, ici, condamnation en abus de qualification en abus de droit fiscal. On est dans le même schéma, à peu près. Alors, l'intérêt de la séparation de biens avec société d'acquis, ça peut être intéressant pour protéger l'autre, le conjoint éventuellement, qui s'est éloigné de l'entreprise pour se consacrer aux enfants, schéma traditionnel, voilà, et qui n'a rien à voir avec l'entreprise. Donc on va garder les titres de l'entreprise à un propre, et puis on va faire tomber des biens dans la société d'acquis, des biens de nature privée pour protéger le conjoint. 2 mots sur, puisque je viens de sortir récemment un dossier sur le sujet, et bientôt une vidéo, comment éviter les effets de la prestation compensatoire. Vous l'avez vu ce dossier ou pas? Bon. Donc voilà, l'idée c'est que c'est sur LinkedIn, mais je vais en faire une vidéo, parce que vous voyez, c'est les personnes qui m'inspirent en fait, quand je vois des messages qui me disent tiens, voilà prestation compensatoire, et qui disent tous les problèmes. Bien, moi, pour plutôt de lister tous les problèmes, je sais que le chef d'entreprise, souvent, il n'a pas envie de se remarier parce qu'il a déjà un divorce dans la tête, une prestation compensatoire, il ne veut pas en connaître une deuxième, mais il aimerait bien se marier. Donc, j'avais proposé ça il y a une dizaine d'années à un client qui l'a fait, c'est de se marier en Allemagne. Voilà. Hop. Et puis comme c'est un gars qui est féru de voitures de course, et qui pilote ses voitures également, il était sur le circuit en Allemagne, là, je ne sais plus comment il s'appelle, et puis il en a profité pour se marier là-bas. En excluant la prestation compensatoire de son régime matrimonial, de son contrat de mariage. Donc je ferai bientôt la vidéo. Donc attention à la rédaction ici d'une société d'acquis. Je passe. Il va falloir considérer les propres, les exclusions des propres. Qu'est-ce que je ne veux pas qu'ils fassent partie de la communauté? Qu'est-ce que je veux qu'ils fassent partie de la communauté? Et qu'est-ce que je veux exclure de la communauté? Et comme ça, on regarde après les biens propres, mais aussi les revenus. Le passif également. Voilà. Et on regarde tout ça, et après, on donne
au client les outils de réflexion. Vous voyez, sur ce régime-là, je n'arrive jamais avec un contrat tout fait. Hein. Je donne plein d'éléments, et après, c'est lui qui fait son marché, et après, je rédige, et ensuite, il montre ça à son notaire, qui valide ou qui invalide. Quel texte? Pourquoi et quel texte? Donc, la participation aux acquis, ensuite, qui est un régime de séparation de biens, on dit que c'est un régime de séparation au cours de mariage et un régime de communauté en cas de liquidation du régime. Bon, c'est une image inexacte, on va dire ça comme ça, mais c'est le régime le plus complexe, c'est le régime légal en Allemagne. On a inventé également en France, parce qu'on se dit quand même, on ne va pas faire comme les autres, donc on va imaginer, donc il y a un régime également de participation légale en France qui est différent de celui en Allemagne. Bon, j'explique tout ceci dans mon cours sur les contrats de mariage, mais l'idée c'est qu'on va calculer une créance de participation qui est égale à la différence des enrichissements, des acquis nets, sauf clause contraire, sauf disposition contraire. On peut très bien prévoir qu'il n'y a pas de créance de participation en cas de divorce et qu'il y a une créance de participation en cas de liquidation par décès, par exemple. Tout est possible. On peut mettre également la créance de participation dans une société d'acquis. Tout est possible. Alors là, la loi risque de changer parce qu'on s'est aperçu, mais les clients ne sont pas encore informés, je pense, parce qu'on a proposé ça notamment beaucoup aux professions libérales de la santé. Vous verrez que beaucoup de clients professions libérales de la santé sont mariés sur ce régime-là, avec une clause qui exclut l'entreprise. Voilà. Eh bien, c'est pas possible. Voilà. Donc, le législateur, il y a un projet de loi qui a été déposé la semaine dernière encore, qui veut pouvoir intégrer la possibilité d'exclure le patrimoine professionnel de la créance de participation. Mais pour le coup, en ce moment, la clause est non valide. Parce que c'est considéré comme un avantage. Enfin bon, je passe sur les raisons. La communauté réduite aux acquis, c'est le régime le plus complexe. Alors là aussi, il y a des projets de loi qui visent les modifications du régime et les traditionalistes s'accrochent pour faire en sorte que le régime de la communauté réduite aux acquis reste le régime légal. Bon, c'est vrai que ce régime-là fait vivre pas mal de monde, sur le monde notamment du divorce, parce que c'est le régime le plus complexe, en fait, sur les liquidations. Donc on distingue les biens propres par origine, par nature, par subrogation, subrogation, le remplacement, et ensuite tous les biens communs. En fait, tout ce régime-là, si on n'y prend pas garde, tous les biens ont vocation à tomber dans la communauté. Je prends un exemple. Les revenus de biens propres tombent dans la communauté, par exemple. Donc, regardez sur les influences sur la distribution d'un dividende. Je distribue un dividende, le bien passe en communauté, les fruits de biens propres tombent dans la communauté. Je capitalise, si les titres de l'entreprise sont des propres, toute l'entreprise reste impropre. Un deuxième sujet également, c'est l'absence de clause d'emploi et de remploi. Un exemple, j'ai des clients qui vivent dans le nord, à Lille, et puis ils voudraient bien se rapprocher du soleil du sud. Monsieur vend un immeuble propre, et puis il se dit, tiens, je vais acheter un bateau, pendant ce temps-là, on va regarder toute la côte, tout ça, voilà. Et après, il vend le bateau, il veut racheter un immeuble. Et en l'absence de clause d'emploi et de remploi, eh bien, le bien est tombé dans la communauté, certes à charge de récompense, puisque la communauté s'est enrichie. Mais, alors, le bateau était-il nécessaire ou utile? On va voir, ce qui vivait dedans. Bon. Donc déjà, un problème sur le calcul des récompenses là-dessus. Et puis, la clause d'emploi ou de remploi peut être signée a posteriori par le conjoint, mais faut-il son accord? Si je demande à ma chérie, ah tiens, au fait,
l'immeuble est tombé dans la communauté, j'aimerais bien qu'il passe en propre, qu'il reste impropre. Est-ce que tu peux signer ça, ma chérie? La chérie, elle risque de dire, ben non, c'est pas mal ça, que ça soit tombé comme en communauté, mon amour. Enfin, vous voyez que les mots mon amour, mon chéri, bah, ils ne sont pas forcément en adéquation avec le discours. Hein. Bon. Donc, tout a vocation à rester, à tomber dans la communauté, même les biens en propre, alors à moins que ce soit un immeuble que j'ai reçu en propre, bon, dès lors qu'il n'est pas cédé, ça restera, il y a toutes les chances que ça reste impropre. Mais autrement, il y a aspiration de tous les biens par la communauté. Je vous ai mis ici quel est le droit de saisie des créanciers sur les biens possédés par les époux. Donc, sous le régime de la communauté réduite aux acquis, le régime légal, donc situation par rapport aux dettes. Donc, je distingue les biens propres du conjoint 1, qui nous intéresse ici, les biens communs et les revenus du conjoint 1. Si le conjoint 1 agit seul, il engage ses propres et ses revenus. Si le conjoint 1 agit seul, mais avec le consentement express de ces deux, consentement écrit, eh bien, on entraîne également les biens de la communauté. Si les deux conjoints agissent séparément, deux actes, eh bien, on préserve les biens communs. Et si ils agissent solidairement, et notamment avec une caution solidaire, où C1 agit donc avec la caution de ces deux, eh bien, tout est entraîné ici sur le gage des créanciers, sur la saisie des créanciers. La communauté de meubles et acquis, l'ancien régime légal, non. Alors ici, attention, on en voit plus souvent, mais tous les meubles font partie de la communauté. Je me souviens, il y a une trentaine d'années, des personnes qui étaient mariées sous ce régime-là, et j'informe au chef d'entreprise, je m'intéressais déjà au chef d'entreprise, et je dis, écoutez, selon moi, il ne faut pas dire selon moi, selon moi ça ne veut rien dire, c'est stupide ce que j'ai dit, merci. Donc selon la loi, c'est un bien meuble, les titres de votre entreprise, donc il fait partie de la communauté. Eh bien, je me souviens, j'avais mis en colère et il m'a fait sortir tout juste avec un coup de pied aux fesses. Voilà, j'ai évité de justesse. Et curieusement, 3 mois ou 6 mois après, il faut faire attention, il ne faut pas me rencontrer dans certaines situations. Pourquoi? Parce que je vois que l'entreprise est en liquidation judiciaire. Voilà. Parce qu'il était en procédure de divorce. Il ne voulait pas me croire. Et la banque, enfin son conseil, elle disait, mais non, c'est une connerie ce qu'il vous a dit. Ben voilà. Donc c'est pas moi qui invente, c'est la loi. Dans le régime de la communauté de meubles et acquis, tous les meubles appartiennent à la communauté, même ceux reçus par donation. La communauté universelle, alors on parle de communauté universelle, moitié-moitié, sans clause d'attribution intégrale au dernier vivant. Donc la communauté universelle, c'est moitié-moitié. En cas de liquidation du régime, décès, divorce, changement du régime, le principe, c'est moitié-moitié. Voilà. Sauf les biens propres par nature, les bijoux de famille, des choses comme ça. Sauf clause contraire. Donc, si on se marie, il faut distinguer, soit c'est sans donation entre époux, donation au dernier vivant, soit avec donation entre époux. Et si c'est sans, tout de suite, on regarde, est-ce que les enfants sont tous issus au nom du même lit? Si oui, on a les deux options qui s'ouvrent pour le conjoint survivant, un quart en pleine propriété ou 100% en usufruit, ou alors un des enfants n'est pas issu du même lit, auquel cas le conjoint ne peut avoir qu'un quart en pleine propriété. Avec une donation entre époux, que les enfants soient tous issus au nom du même lit, vous voyez, la logique du législateur, je ne la vois pas, les droits légaux, pas de droit en usufruit, mais dès qu'il y a une donation entre époux, on contourne le sujet, le problème,
et on peut attribuer à son conjoint des droits en usufruit. Et vous voyez bien que si je fais une donation entre époux avec des enfants d'un premier lit, eh bien, je déshérite mes enfants. La situation rencontrée assez fréquemment est la suivante. Il faut avertir le client. Alors, il y en a qui est celui-là, il le savait dès le départ. Donc, 1, les objectifs du client. 2, l'arbre situation matrimoniale. 3, l'arbre généalogique. Donc, monsieur, chef d'entreprise, madame, et monsieur a 2 enfants d'un premier lit. Et je rencontre, et lui il savait. Il me dit, mais je n'ai pas fait de donation. Et sa femme a l'âge de ses enfants, et c'est une artiste, elle n'a aucun patrimoine. Et monsieur était ennuyé, c'est une entreprise qui allait être cotée, et qui ne l'a pas été suite à mon intervention. Non, je plaisante, mais c'est vrai. Et il dit, je ne peux pas faire de donation entre époux, parce que si je transfère un patrimoine à madame, elle a un enfant d'un premier lit, ou pas d'ailleurs, ici elle n'avait pas, mais bon. Donc, si je fais une donation entre époux et que elle choisit un quart en pleine propriété ou 3 quarts en usufruit, si je décède, et monsieur avait eu déjà 2 infarctus, eh bien, mais une différence d'âge de 30 ans, eh bien, ce sont les héritiers de madame, ensuite, qui vont hériter. Donc, s'il passe un patrimoine à madame, c'est forcément au détriment de ses 2 enfants. Et il était ennuyé. Il dit même en usufruit, ça me gêne. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même âge, et donc si j'accorde des droits en usufruit à mon conjoint, les enfants n'hériteront jamais. Et je crée une cohabitation entre usufruitier et nu propriétaire. Et je me lève, je dis, c'est facile. Et je lui donne la réponse. Il ne faut jamais faire ça. Hein. Donc maintenant, j'ai pris en sagesse, mais non, il est resté avec moi et m'a payé ses honoraires, mais autrement, il ne faut pas donner les réponses comme ça. Il faut donner le temps de la réflexion. Hein. Donc, c'est encore un de mes travers, hein. C'est que tout de suite, je vois les réponses et puis hop, je balance. Mais je dis, c'est très facile, il suffit de faire une donation au dernier vivant graduelle. Et je lui explique ce que c'est. Et il s'est levé et il m'a donné l'accolade, il m'a embrassé. Bon, c'est bien s'il paye ses honoraires aussi, hein. C'est mieux même. Donc, l'idée, c'est que ça introduit les libéralités graduelles ou résiduelles. Le conjoint n'est pas héritier réservataire. Je peux lui imposer une charge sur la réserve héréditaire, il n'y en a pas. Donc, on ne peut pas imposer de charge sur la réserve héréditaire. On peut toujours le faire, mais le gratifié, l'héritier réservataire, peut toujours être demandé d'être libéré de sa charge au moment de la succession. Le conjoint n'étant pas héritier réservataire, on peut lui imposer la charge. En cas de donation, je donne à premier gratifié, mon conjoint, à charge pour elle de conserver le bien et puis de le transmettre à son décès. À qui? À mes propres enfants. Donc, donation, premier, donc ici, le disposant, premier gratifié, mon conjoint, premier donataire, et à son décès, transmission. Alors, le premier gratifié peut transmettre, peut abandonner ses droits avant son décès. Hein. Mais disons que ici, à son décès, le bien sera transmis ici aux enfants du disposant, qui a pu décéder entre-temps. Hein. Voilà. Bon. Mais l'idée, c'est que alors, il y a des effets civils sur ces libéralités graduelles et résiduelles, il y a des effets fiscaux. Et les effets fiscaux suivent les effets civils, pour le moment. Donc, ici, ils sont mariés quand madame reçoit les biens ne sont pas taxés. Et ici, madame ensuite retransmet à des étrangers. Donc, si je n'ai pas écrit ces 3 lignes
dans l'acte de donation ou dans le pacte adjoint, eh bien, on aura à nouveau une taxation ici à 60%. Eh bien, pas avec une libéralité graduelle. Vous allez comprendre tout de suite les bienfaits des libéralités résiduelles et graduelles. Hein, et on va faire économiser une génération de droits de succession avec ça. Hein. Et eh bien, voilà comment ça fonctionne au plan fiscal. Ici, on regarde éventuellement les droits de mutation qui sont dus, DMTG, mais ici, DMTG égale 0. Et ici, on va regarder, on va calculer lors de la deuxième transmission en faveur du second gratifié, disposant premier gratifié, second gratifié. Au décès de madame, le bien passe à second gratifié. Donc, on va calculer les droits de mutation à titre gratuit, mais calculer non pas entre premier gratifié et deuxième gratifié, parce que les seconds gratifiés sont réputés recevoir directement du disposant et au plan civil, pour le calcul de la réserve, et au plan fiscal. Donc, les droits qui sont dus sont les liens de parenté entre disposant et premier gratifié. Donc, on a une ligne directe. Et en plus, ici ça ne joue pas, mais en plus, on va déduire des droits de mutation calculés, les droits de mutation qui auraient pu être payés lors de la première transmission. Ici 0, puisqu'il s'agit d'une transmission entre conjoints par décès. Donc, absence de droits de mutation. Mais s'il y avait eu des droits de mutation, on les aurait déduits. Donc, on a bien deux transmissions au plan civil, hein, mais quelque part, une seule taxation. Alors que si je n'avais pas introduit ces deux lignes et que le conjoint aurait été taxé au droit de mutation, mais je peux l'appliquer ici. Regardez, j'ai ici grands-parents, j'ai parents, et j'ai enfants, et j'ai petits-enfants. Bon. Ben regardez, si je fais rien, grands-parents décèdent, le bien passe à P avec DMTG 1, droit de mutation à titre gratuit 1, P décède, le bien est passé à E, DMTG 2, et le bien passe ensuite à petits-enfants, DMTG 3. Hein. Mais regardez, avec libéralité résiduelle. Résiduelle parce que les héritiers des enfants sont des héritiers réservataires. Je ne peux pas leur imposer de conserver. Mais ils auront une charge, je n'appelle pas ça une charge, mais la transmission se fera en faveur du second gratifié. On ne peut pas mettre plus de 2 gratifiés dans des libéralités résiduelles ou graduelles. Hein. Voilà, la charge s'arrête au premier gratifié. Mais regardez, si jamais, voilà, et on peut très bien, comme en assurance vie d'ailleurs, mettre des personnes bénéficiaires d'une libéralité résiduelle à des personnes qui n'existent pas encore. Alors, en termes de second gratifié, pas de premier gratifié, puisque il faut qu'il y ait un bénéficiaire de la donation. Mais imaginons que je mette, et en plus c'est une SARS. Alors si c'est une SARS, je fais sauter 2 générations. Pourquoi? Parce que je vais transmettre directement à enfant. Je vais donner les pouvoirs intermédiaires à parents, par exemple, hein, avec des préférences, bien sûr, avec des droits financiers. Hein, donc ils auront, au même titre que grands-parents, eh bien, minoritaire en capital, mais majoritaire en droit de vote et en droit financier. Mais le capital, lui, est transmis directement à la génération, ici, E, à charge de transmettre aux petits-enfants, qui ne sont pas nés encore. Ah. Mais donc, j'explique dans l'acte que si les petits-enfants existent au moment de l'obligation de transmettre, eh bien, ça passe aux petits-enfants. Si petits-enfants n'existent pas encore, à ce moment-là, ça ira aux frères et sœurs, par exemple, enfin, ce que le client veut, en fait. Et c'est en dernier recours que je mets le droit de retour. Si les libéralités résiduelles ne peuvent pas s'appliquer, eh bien, ça reviendra à qui? Ben, à moi. Vous voyez, c'est comme si j'étais en une libéralité résiduelle et si j'étais le deuxième gratifié, en fait, un droit de retour.
Je n'ai plus. Mais faire remonter un patrimoine, c'est une aberration. Hein. C'est une aberration. Et en plus, si ça s'applique, je fais claquer le pacte Dutreil. Coucher, pas bouger. Donc si les titres me reviennent, là on est mal. Hein. Hein. C'est une raison pour laquelle j'aime bien associer tous les enfants au Dutreil, hein, notamment, pour accueillir des libéralités résiduelles et donc entre signataires du pacte Dutreil. Si les enfants n'ont pas signé, eh bien on fait casser le pacte Dutreil entre la signature et la donation. Dommage. Ça va? Donation graduelle ou qui est inclus en donation dernier lieu, on est d'accord que ça porte que sur la quantité disponible? Oui, oui, ça peut porter sur la quantité, enfin, ça ne peut porter que sur la quantité disponible, oui. Surtout que là, sauf si les enfants acceptent une rare, mais bon, oui, mais sur la quantité disponible, mais ça suffit, non? Oui, après, ça dépend de la composition du patrimoine, mais oui, on ne peut pas le faire sur coup, sinon ça spoil des enfants et c'est pas bon. Ah, je sais pas, ça dépend des objectifs du client. S'il a envie de spolier ses enfants, c'est une bonne solution. Hein. Mais vous avez vu, là aussi, pour contourner, pour froisser les règles de la réserve héréditaire, je sais comment faire. Hein. Je suis en train de penser à un client, tiens, en cours. Hein. Mais la situation est la suivante. Mais là encore, c'est le droit des sociétés. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Pardon, est-ce que je vous ai écouté jusqu'au bout? Est-ce que j'ai répondu? Oui, c'est clair, non, mais parce que là, je me questionnais, est-ce qu'il y a un intérêt de faire une graduelle, mais pas en pleine propriété, mais ça n'a aucun sens. Non. Alors, la solution a été faite une libéralité graduelle sur des parts de société civile à minima. Okay. À minima. Ça veut dire qu'on n'a pas à faire jouer la quantité disponible spéciale entre époux. Donc ça a porté sur des parts de société civile qui détient de l'immobilier, en partie privé et en partie professionnelle, parce que le client voulait déjà à l'époque assurer un revenu mensuel de 8 000 € à son conjoint. Donc, grâce aux répartitions inégalitaires du résultat de la société civile, je dis que ce n'était pas la peine de faire porter la libéralité graduelle sur la totalité de la quotité disponible spéciale du conjoint. Ici, il y avait 2 enfants, donc la quotité disponible était de 1/3, non, mais uniquement sur quelque part de société civile. Et voyez bien que je peux ainsi contourner facilement, froisser les règles de la réserve héréditaire. Hein. Avec la société civile et la SAS. Hein. Parce que la réserve héréditaire se calcule sur la valeur du capital. Mais pas sur le droit, il n'y a pas de réserve héréditaire sur le droit de vote, ni sur le dividende. Si j'attribue à un héritier une partie du capital de la société, mais il ne faudra jamais l'accepter hein, par une donation. Donc c'est uniquement par testament, hein, toutes ces histoires-là. Mais on rédige préalablement les statuts, on numérote les actions et on sait quelles seront les actions qui feront partie de la dernière des catégories. On ne va pas punir l'héritier réservataire, mais il ne sera titulaire que des parts, que des actions ordinaires. Par rapport à des préférences A qui donnent 1000 droits de vote et 1000 droits financiers. Ah. Je n'ai pas mis des préférences à l'autre héritier. J'ai simplement mis des préférences à l'un des héritiers. Mais vous voyez qu'en attribuant des préférences à l'un, forcément, je défavorise l'autre. Mais ce n'est pas considéré, justement, par la jurisprudence, quel texte, hein, mais là je ne peux pas vous le donner parce que je n'ai pas de tête, mais ce n'est pas défavoriser un tel, ce n'est pas être inégalitaire. Il a des parts ordinaires. C'est curieux hein, comme schéma hein, quand même. Hein. Mais vous voyez que la règle de la réserve héréditaire, qui s'applique en France,
Bon, eh ben, sauf à se marier en Allemagne, là, j'ai plus de règle de la réserve héréditaire, hein. Vous avez vu, hein, la dernière jurisprudence, hein. Il suffit que j'introduise un élément d'extranéité pour que tout ce qui est réserve, pension alimentaire, hop, zippé, hein. Alors pour les successions, c'est un peu plus difficile parce que c'est la loi de situation éventuellement, donc c'est un peu plus exigeant. Mais sinon, c'est facile, hein, de froisser la réserve héréditaire. Et avec une donation entre époux, ben, j'accrois les droits du conjoint. Et donc, je défavorise les enfants. Donc ici, vous avez vu, hein, libéralité graduelle. C'est pour introduire la libéralité résiduelle ou graduelle également. Donc, sans donation entre époux, eh bien, ici, les droits légaux du conjoint, marié, donc, c'est soit un quart en pleine propriété, ou 100% en usufruit si les enfants sont tous issus du même lit. Voilà. Et avec une donation au dernier vivant, ou une donation plus exactement entre époux, qui peut prendre trois formes, soit la donation au dernier vivant classique, soit le testament, soit par contrat de mariage. C'est ce que j'ai fait. Et ici, eh bien, on a les trois options classiques, mais vous savez qu'une donation entre époux peut être rédigée sur mesure. On peut écarter l'une des options, on peut modifier les options également. Donc ça, c'est les schémas classiques, voilà, qu'on apprend et qu'on applique. Bon. Mais c'est des pièges, tout ça pour moi, hein. Il vaut mieux s'interroger sur la pérennité de l'entreprise familiale. Est-ce que en faisant signer mes clients une donation entre époux, est-ce que c'est une bonne chose pour l'entreprise et sa pérennité? C'est pas sûr, hein. Mais ce sont les habitudes, encore une fois. Voilà, et bien voici, hein, donc danger si le conjoint n'a pas vocation à être associé de la société, surtout en présence d'une famille recomposée, c'est le cas que j'ai souligné juste avant, afin d'éviter qu'une partie de l'entreprise parte dans l'autre branche de madame, donation entre époux graduelle. D'ailleurs, on va voir que toutes les libéralités, résiduelles ou graduelles ou non, la question est de savoir avec qui le client veut couper. La question, c'est ça. La réponse, plutôt que de se poser la question comment faire pour protéger mon conjoint ou pour avantager un enfant, eh bien, vous allez tout de suite trouver la solution en inversant la question avec qui le client veut couper. Pourquoi? Parce que si je veux couper, par exemple, avec l'enfant de mon épouse, c'est très facile. Tout ce qui est graduel ou résiduel, par exemple. Je donne premier gratifié madame, second gratifié mes propres enfants. Et c'est fantastique, hein? Pourquoi? Parce que vous voyez bien que indirectement, je prépare un contournement de la réserve héréditaire. Si je donne à madame et je décède, hein, bon, et madame ensuite décède, eh bien le bien est transmis avec l'application des règles de la réserve héréditaire. Alors que si je transmets à mon épouse avec une libéralité résiduelle ou graduelle, vous voyez bien que j'ai zappé tout ce qui est problème de réserve héréditaire en faveur des descendants de mon épouse. Alors c'est très curieux, pourquoi? Parce qu'il y a des techniques qui sont interdites, parce que le législateur considère qu'il y a un contournement des règles de la réserve héréditaire, mais avec les libéralités résiduelles ou graduelles, ça on peut faire tout ce qu'on veut, hein. Curieusement, hein. Donc comment couper? Eh bien, libéralité résiduelle, voire graduelle. J'impose à mon épouse de conserver le bien graduel et de le transmettre ensuite à mes propres enfants. Parce que si on reprend le schéma de la page précédente, monsieur a 3 enfants, donc la quotité disponible, ça serait que un quart. Non, monsieur a 2 enfants ici. Ah oui, c'est pas les... Oui, bon, un tiers. Ouais. Mais si l'entreprise excède un tiers de la valeur du patrimoine, on va excéder la quotité disponible. Comment on fait dans ce cas-là?
On va excéder la quantité disponible ordinaire, mais on peut écarter la quantité disponible. Alors là où j'ai peut-être pas compris quelque chose, c'est dans la donation qui peut être graduelle, il ne faut pas que ça excède la quantité disponible. Enfin, c'est ce que j'ai en tête. Alors, non, alors, oui, ça, de toute façon, ça ne peut pas être, en principe, tout ce qui est, il faut respecter les règles de la réserve héréditaire. Hein. On est d'accord. Ça, la réserve de la réserve, on ne touche pas à la réserve des Indiens. Mais l'idée, c'est que le danger, donc l'entreprise, elle représente plus de la réserve, c'est ça? Par exemple, puisque dans le cas où ça serait un tiers, Donc ici, on a la quantité disponible, ici, on a la réserve des enfants. Réserve, réserve. on voit pas les. Ah oui, pardon. Donc ici, j'ai mes deux enfants, ils ont droit chacun à la réserve, j'ai droit à la quantité disponible ordinaire. D'accord. Et l'entreprise, elle dépasse la réserve héréditaire. C'est ça? Par exemple, oui. Oui. Et quelle est la question? Et bien là, s'il faut faire une graduelle au conjoint, par exemple, Oui. pour excéder la quantité disponible. Ben non, parce que parce que dans la libéralité graduelle ou résiduelle, pardon, comme mon conjoint n'est pas héritier réservataire, je serais attentif à lui faire une graduelle sur 2 parts de la société civile qui valent 2 €, je plaisante, hein, et qui lui donne tous les pouvoirs et éventuellement la quasi-totalité des revenus. Donc ma libéralité ici, je ne la ferai qu'à hauteur de cela. Et sinon, la libéralité sera réductible. Maintenant, c'est très clair. Merci. Oui, oui. Donc, voilà. La question se pose éventuellement, si je dépasse la réserve, éventuellement en faveur d'un héritier réservataire. Là, je peux... La question de savoir, c'est si la réserve est attaquée. Si la réserve est attaquée, la libéralité est réductible. Mais que madame doit rendre éventuellement 98%, 98 parts et doit en conserver 2, ça m'étonnerait, hein, ben elle aura toujours les mêmes pouvoirs. Vive le droit des sociétés, hein. Enfin, vive la liberté statutaire. Hein. Merci pour la précision. Je vous en prie. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut être méfiant. Quand vous êtes dans cette situation-là, et que le client a fait une donation entre époux, c'est là le danger. Si le conjoint n'a jamais mis les pieds dans l'entreprise, et que vous lui faites une libéralité, une donation au dernier vivant, ou entre époux, ici sur la quantité disponible, elle va rentrer au capital. C'est pour ça qu'il faut limiter ou exclure l'entreprise de la donation entre époux si le conjoint n'a jamais mis les pieds dans l'entreprise. C'est là le danger. Et quand je souligne ça auprès du chef d'entreprise, il me regarde avec des yeux ronds et me dit « Ah oui, c'est vrai ça. » Voilà. Ils ne sont pas informés. Ils ont signé. On ne leur a pas informé. Donc ils ne savent pas. Et quand ils s'aperçoivent de ça, ils voient bien que ça peut nuire complètement, surtout s'il y a un enfant repreneur. Il va y avoir ici surtout des discordes. Il y a de fortes chances pour qu'il y ait une discorde encore amplifiée, si elle n'existe pas déjà encore, entre les enfants du premier lit et le nouveau conjoint. Donc j'invite toujours, surtout pour le chef d'entreprise, pour les biens professionnels, afin d'assurer la pérennité, d'exclure toujours les titres de l'entreprise lorsque le conjoint veut gratifier son conjoint, y compris d'ailleurs, je suggère qu'il est possible de les hériter l'un et l'autre. Exemple, si ici donc les enfants sont de plusieurs lits, donc madame, les droits légaux, c'est un quart en pleine propriété, mais vous voyez bien, un quart en pleine propriété, ben, s'il y a 3 enfants, 4 et plus, ben, on va dépasser, hein, puisque la réserve, la quantité disponible est de 25%. Donc à ce moment-là, il y a de fortes chances, si je ne fais rien, pour que le survivant réclame ses droits et rentre au capital de l'entreprise. Est-ce que c'est souhaitable? La question que je pose aux dirigeants, c'est: est-ce que vous envisagez la situation où votre conjoint soit actionnaire de la société?
Si la réponse est oui, je dis rien. Si la réponse est non, alerte rouge. Hein. Et là, je lui déroule la chose. Hein. Et qu'est-ce qui est fait le plus souvent? S'il n'a pas fait une donation au dernier vivant, et que les enfants sont tous issus du même lit, eh bien, il va complètement réduire. Donc, il va faire une donation au dernier vivant qui va réduire ses droits légaux. Parce que le conjoint n'est pas héritier réservataire. Hein. On peut déshériter complètement. Sauf le droit temporaire à l'habitation principale de 12 mois après le décès. Mais autrement, on peut complètement déshériter son conjoint. L'idée, c'est pas de déshériter, c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise. Je suis pas méchant, mais si on veut protéger, ben, on va recourir au droit des sociétés. Société civile ou SAS, la liberté statutaire. Mais pour moi, c'est un enjeu fondamental que peu de personnes regardent. On est tous dans la possession. Non, je plaisante, mais c'est vrai un peu. Hein. Moi, j'ai pour mission, c'est vrai, hein, bon, de donner ce que je sais, non, et puis aussi, parce que si je décède avec toutes mes connaissances, c'est un peu stupide, mais c'est vraiment, si j'ai choisi la clientèle de chef d'entreprise, c'est vraiment d'assurer la pérennité. Pourquoi ? J'étais ingénieur agronome, j'ai fait un peu d'agronomie tropicale dans les déserts, et puis, on a fait que ma vie allait être en France et que je ne pouvais plus du tout repartir, bref. Donc, je me suis tout de suite intéressé aux chefs d'entreprise, à l'argent, parce que c'est comme les hyènes. Tout le monde est intéressé à l'argent. Et donc, mon premier rôle, ma première mission, c'était protéger les chefs d'entreprise contre les hyènes. Comme en agronomie tropicale, eh bien, on apprend à la population à planter du sorgho, du mil, et après, il faut protéger contre les vraies hyènes, ceux-là. Hein. Donc, on met des clôtures. Et là, alors, ça procède de la même intention, sincèrement, c'est que protéger l'entreprise, assurer la pérennité de l'entreprise et protéger contre les hyènes. Donc ça, je sais comment protéger contre les hyènes. Hein. D'ailleurs, avec mes statuts, ça c'est sûr. Hein. C'est antidémocratique, c'est sûr. Mais c'est l'argent de mon client. Donc quand j'entends les spécialistes du family office ou je m'en fais encore des amis, tiens, et des spécialistes de la gouvernance qui préconisent notamment, dans la plupart des situations, la forme de société anonyme avec conseil de surveillance, je me dis, mais ces gens-là, c'est pas possible. Ils n'ont jamais été chefs d'entreprise. Cette dualité de direction, ce fonctionnement démocratique, alors, quand c'est choisi par le chef d'entreprise et qu'il ne souhaite pas revenir dessus, parce qu'après, ce sera impossible, d'accord, mais sinon, jamais. Si, avec moi, je suis très antidémocratique, très autocratique, mais si le client veut devenir démocratique, il pourra toujours le faire dans ses actes. Voilà. Qui peut le plus, peut le moins. Vous voyez la philosophie ? Ben ça, c'est pareil pour les donations en trépots. Protéger contre les hyènes. Ça va? Oui? J'ai répondu? Bon. Pour moi, c'est clair. Merci. Donc, alors, je vous ai mis ici les clauses qu'on peut insérer dans les contrats de mariage. Soit en régime de communauté, soit en régime de séparation. En régime de communauté, les possibilités sont plus grandes, parce que notamment, on peut accorder des avantages matrimoniaux, qui sont sur la colonne de gauche, l'attribution intégrale, le partage inégal de la communauté ou le préciput, qu'on a vu précédemment. On n'a pas le visuel. Hein. Oh, pardon, merci. Alors, je reprends, merci. Donc, contrat de mariage, l'ensemble des clauses, donc en régime de communauté, c'est là en régime de communauté où les facultés, les possibilités sont les plus nombreuses, notamment grâce aux avantages matrimoniaux qui dérogent au principe de partage par moitié. On a vu qu'avec l'attribution intégrale, que ce soit avec ou sans communauté universelle, hein, tout le monde associe les communautés universelles à la clause d'attribution intégrale, non, on peut avoir très bien une attribution intégrale de la société d'acquis, par exemple. Donc tout est possible. Quels sont les objectifs du client? Donc on a les trois grandes
avantages matrimoniaux, qui est l'attribution intégrale, le partage inégal de la communauté et le préciput. Et on a le prélèvement moyennant indemnité, qui n'est pas un avantage matrimonial, c'est-à-dire qu'on donne la faculté au conjoint de prélever certains biens, mais en échange d'une indemnité. On peut faire également des clauses concernant le calcul et le règlement des récompenses, qui fait partie des avantages matrimoniaux. La clause d'ameublissement, qui passe d'un bien propre à un bien commun. La clause alsacienne, je l'appelais la clause choucroute, c'est j'apporte, puisqu'elle avait lieu qu'en Alsace, c'était autorisé, mais maintenant le législateur l'a étendu à l'ensemble, et c'est la clause qui permet d'apporter un bien à la communauté et qui donne à l'apporteur donc la faculté de reprendre le bien s'il existe encore en cas de divorce. Et s'il y a une attribution intégrale ou un partage inégal, la clause de non-reprise des apports par les héritiers, ça c'est indispensable, je ne rentre pas dans le détail ici, mais il est impératif que cette clause figure dans le contrat. En régime de séparation et de communauté, les possibilités sont la liquidation alternative. Alors, c'est le régime que j'avais voulu adopter, puis j'ai regardé un peu, j'ai une jurisprudence de 1940 et quelques, et puis je me suis rendu compte que finalement, voilà, hein, c'est de dire, voilà ce qui se passe en cas de décès, voilà ce qui se passe en cas de divorce. Donc cette clause a été retoquée par la jurisprudence d'alors en disant que c'est trop simple. Bon, donc j'ai compliqué les choses, ça ne me fait pas peur. Les clauses qui concernent les charges du mariage, parce que quelquefois, les charges du mariage, on ne peut pas écarter en France les règles du régime primaire qui s'appliquent à tous les régimes, quelle que soit la nature du contrat de mariage, mais on peut quand même les préciser. Par exemple, sur certaines jurisprudences, la résidence secondaire fait partie éventuellement des charges du mariage. Bon. La prise en compte, le crédit sur la résidence. Bon. Donc il faut regarder la jurisprudence et on peut limiter les principes de la charge du mariage, les facultés d'acquisition ou d'attribution de certains biens, le calcul et le règlement des créances entre époux ou des récompenses s'il s'agit de biens communs, de créances s'il s'agit de biens propres, la donation entre époux, quel que soit le régime matrimonial, la présomption de propriété, je fais renverser la preuve de propriété, c'est à celui qui prétend être propriétaire du bien d'apporter la preuve de propriété, je renverse la preuve, si je veux protéger mon conjoint, que ça sera aux héritiers d'apporter la preuve que ce bien n'appartient pas à mon conjoint. Et éventuellement, la prestation compensatoire, en termes de montant et des modalités. Mais la prestation compensatoire, on a vu qu'elle est d'ordre public en France, mais comme la règle de la réserve héréditaire s'est encore confirmée par le fameux Aréjar, n'est pas d'ordre public, il est peut-être d'ordre public en France, mais bon, c'est par un droit que d'être héritier, eh bien il en est de même pour la prestation compensatoire en cas de divorce. Il suffit d'écarter la loi française, donc d'introduire un élément d'extranéité, donc le mariage en Allemagne, qui ne reconnaît pas la prestation compensatoire. Voilà. Et il faut préciser simplement dans le contrat qu'en cas de divorce, ce sera la loi allemande qui va s'appliquer, par exemple, et non pas la loi française, évidemment. Attention au pouvoir souverain du juge. Il y en a qui écrivent que la prestation compensatoire, les avocats spécialistes le connaissent bien, que ça peut aller dans une échelle de 1 à 9 selon les juges. Donc moi, déjà, qui suis sensible à l'inégalité, je ne peux pas concevoir une telle différence, et de confier l'arbitrage de mon patrimoine à un tiers, non merci. Non merci. En régime de séparation, la société d'Aquet, qui va introduire une masse de biens communs, le sort de biens indivis, et s'il y a participation aux Aquets, la répartition inégale de la créance de participation. On a vu, on peut écarter éventuellement en cas de divorce, et on peut la maintenir en cas de décès.
Très facile de changer de régime matrimonial dans l'intérêt de la famille. Et l'intérêt de la famille, eh bien, en général, le juge considère que c'est l'intérêt des parents. Simplement, il faut que les époux soient d'accord. Autant pour se séparer d'un Pacs, c'est une décision unilatérale, alors que ici, il faut que tous les deux soient d'accord. Pas de procédure d'homologation au tribunal de grande instance, notamment, eh bien, si les enfants sont tous majeurs et qu'il n'y a pas d'opposition. Même s'il y a opposition, comme le juge va évaluer l'intérêt de la famille et va voir l'intérêt des parents, donc va accorder le changement de régime matrimonial dans la plupart des situations. Voilà. Les cas où le juge refuse, c'est des cas un peu extrêmes. Il était manifeste que les parents avaient pour objectif de déshériter un enfant lourdement handicapé. Donc c'est très facile ici, hein. Et puis l'incidence fiscale, encore aujourd'hui, dès lors que ça résulte d'une convention de mariage, eh bien ça échappe à la fiscalité des plus-values. Le changement est considéré comme une opération intercalaire. Donc, pas de plus-value, sauf s'il s'agit de plus-value professionnelle, BA, BIC, BNC. Parce que, souvenez-vous, hein, quand on avait vu les plus-values professionnelles, dès lors qu'un élément quitte le patrimoine professionnel, eh bien, à ce moment-là, il y a l'impôt sur la plus-value, et on a vu notamment qu'une donation n'effaçait pas la plus-value, justement parce qu'une donation sous le régime des plus-values professionnelles entraînait deux impositions, et l'IPV, impôt sur la plus-value, et DMTG, droit de mutation à titre gratuit, parce que de bien quitter le patrimoine professionnel pour aller dans le patrimoine du donataire, et donc on avait l'impôt sur la plus-value, et donc deux impositions. On a une jurisprudence assez récente qui confirme, une ancienne de 2018, qui dit que l'apport de titres à la communauté, on a le maintien du report d'imposition 150 0 BTR. C'est une opération intercalaire. Impôt sur la plus-value et apport en communauté. Attention, l'apport en communauté, a priori, c'est intéressant, ça échappe à l'impôt. Mais quand vous regardez bien, ça peut se révéler très coûteux. Un bien est mis en communauté, monsieur décède, madame cède le bien, eh bien, la plus-value est taxable depuis l'acquisition. Alors, si c'est un immeuble, c'est bien, puisqu'on a la durée de détention de 30 ans. S'il s'agit de plus-value immobilière, il faut regarder. Parce que ici, l'acquisition... la plus-value est sans doute plus forte depuis l'acquisition que plutôt du passage à la communauté. Hein. La succession non organisée. Ah, attention. Là aussi, l'ordre des héritiers, on distingue l'ordre des héritiers sans conjoint et l'ordre des héritiers avec conjoint. Mais dès lors qu'il n'y a pas d'héritier réservataire, on peut faire ce que l'on veut par testament. Hein. On peut déroger aux règles de l'ordre des héritiers. Les héritiers sont classés par ordre et au sein d'un ordre sont classés par degré, avec la règle suivante, c'est que c'est le degré le plus proche qui élimine le degré le plus éloigné, sauf exception. On a 3 exceptions, dont 2 les plus fréquentes. La renonciation, notamment la renonciation anticipée, la renonciation à la succession. On va voir. Hein. Donc, les héritiers sont classés par ordre. 1. Les descendants en l'absence de conjoint. Les enfants, à défaut les petits-enfants, par le jeu de la représentation. Voilà. Qui est une exception également, on va le voir, à la règle des degrés, la représentation. En cas d'absence d'enfants, les petits-enfants viennent en représentation de leurs parents.
Et la représentation également s'applique en ligne collatérale privilégiée en faveur des neveux et nièces. Sinon, jamais de représentation. C'est les deux seules possibilités. S'il n'y a pas de descendants, et ici, la règle de l'ordre est d'ordre public. On ne peut pas modifier l'ordre des héritiers. S'il y a absence de descendants total, eh bien, on passe dans le deuxième ordre. Et en l'absence de conjoint, le deuxième ordre voit une compétition entre les ascendants dits privilégiés, père et mère du défunt, et les collatéraux privilégiés, frères et sœurs du défunt. Mais tout ceci, vous voyez qu'il n'y a plus de descendants, donc plus d'héritiers réservataires. Donc on peut totalement écarter cette règle-là. Je peux faire un testament qui donne tout aux œuvres religieuses, par exemple. S'il n'y a ni ascendants privilégiés, ni collatéraux privilégiés, ni neveux et nièces qui viendraient en représentation, eh bien on passe dans le troisième ordre, celui des ascendants ordinaires. Les grands-pères, grand-mères du défunt, et ensuite aux collatéraux ordinaires jusqu'au 6e degré. Et ensuite l'État. Avec conjoint, eh bien, on a compétition entre le conjoint et les descendants, avec toujours ici la règle de la représentation. Donc, on regarde tout de suite, sans disposition, les droits du conjoint. Selon l'option du conjoint, ou selon qu'il y a plusieurs enfants de plusieurs lits, on va regarder ce pourquoi opte le conjoint. Si le conjoint opte pour 100% d'usufruit, eh bien, les enfants héritent de la totalité de la nue propriété. Si le conjoint opte pour un quart en pleine propriété, les enfants vont recevoir le solde en pleine propriété. Donc, en fait, on va calculer les droits descendants en fonction de ce qu'aura choisi le conjoint survivant. S'il n'y a pas de descendants ou, donc par le jeu de la représentation, s'il n'y a pas d'enfants ou de petits-enfants ou arrière-petits-enfants par le jeu de la représentation, on passe au deuxième ordre. Et là, on a compétition entre le conjoint et les ascendants privilégiés. Attention, situation qu'on rencontre chez le client qui n'a pas d'enfant. Vous leur annoncez ça, et ils n'ont pas fait de testament, eh bien, vous leur dites que le conjoint n'aura que la moitié du patrimoine, ils se regardent et ils ne savent pas. Hein. Donc, la première chose, c'est un testament. D'ailleurs, j'aurais dû préciser, sans conjoint tout à l'heure, lorsqu'il y a compétition entre les parents du défunt et des ascendants, entre les parents du défunt et les collatéraux privilégiés, dès lors qu'on rentre en compétition avec les ascendants privilégiés, on va appliquer la règle du quart. Je reviens ici sans conjoint dans le deuxième ordre. On a compétition entre les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés. Eh bien, on applique la règle du quart en pleine propriété. Chaque parent vivant reçoit un quart. Si les deux parents sont vivants, ils reçoivent donc à eux deux la moitié. Et donc, les collatéraux privilégiés, les frères et sœurs ou les neveux et nièces par le jeu de la représentation, reçoivent le solde, la moitié. Eh bien, idem, c'est pareil pour ici. Il y a compétition entre les ascendants privilégiés, père et mère du défunt, et le conjoint. On applique la même règle du quart, un quart par parent vivant. Le solde au conjoint. Et s'il n'y a ni l'un ni l'autre, s'il n'y a aucun ascendant privilégié, eh bien c'est le conjoint qui a vocation à tout recevoir, sauf exception, notamment le droit de retour sur les biens de famille au profit des frères et sœurs, et je passe. Donc, avec conjoint 1, le conjoint et les descendants, avec le jeu de la représentation, on est avec conjoint. Hein. Donc, deuxième ordre, 1,
le conjoint et père et mère avec la règle du quart. Et sinon, le conjoint. Réserve et quotité disponible et le rapport, la règle du rapport. Ce sont deux institutions différentes puisque la réserve d'ailleurs se calcule au moment du décès et le rapport se calcule au moment du partage de la succession. Attention, souvent il y a confusion. Et pour calculer la réserve héréditaire, on va faire ce qu'on appelle la réunion fictive de toutes les libéralités en partant de la plus ancienne et en finissant par la plus récente. Si des libéralités portent atteinte à la réserve héréditaire des descendants, des enfants, eh bien elles sont réductibles. Et on va d'abord réduire les plus récentes, en allant chercher ensuite les plus anciennes. Donc, calcul de la quotité disponible et de la réserve. On fait bien existant au décès, plus réunion fictive de toutes les libéralités, qu'elles portent sur la réserve ou sur la quotité disponible. On réunit tout. Après, on gardera l'imputation. Voilà. Parce que si des donations sont accordées sur la quotité disponible ordinaire, elle va épuiser la quotité disponible ordinaire. C'est pour ça que donner, c'est punir. Parce qu'une donation sans précision s'impute sur la réserve héréditaire. Elle ne s'imputera que sur la quotité disponible ordinaire que si la donation dépasse la réserve, à ce moment-là, elle s'imputera sur la quotité disponible ordinaire. Et si ensuite la libéralité dépasse et la réserve et la quotité disponible ordinaire, c'est qu'elle empiète sur la réserve d'un autre héritier. Donc elle devient réductible. Mais si j'ai donné préalablement, puisque vous avez vu, la date des donations, des libéralités importe. Si j'ai donné préalablement à des œuvres religieuses la quotité disponible ordinaire, eh bien à ce moment-là, si j'ai donné à un héritier réservataire ensuite, comme la quotité disponible ordinaire est épuisée, forcément, tout ce qui dépasse sa réserve va empiéter sur la réserve des autres. Donc, elle sera réductible. Si je veux avantager un enfant, j'ai tout intérêt à préciser que la donation est faite sur la quotité disponible ordinaire. C'est ce qu'il recevra en plus de sa réserve. Mais si je lui attribue la quotité disponible ordinaire par une donation préalable, le conjoint survivant ne pourra pas exercer ses droits sur une quotité disponible en pleine propriété, puisque celle-ci aura été épuisée par la donation antérieure. Et en plus, si j'ai donné sur la réserve héréditaire sans précision, eh bien cette libéralité, cette donation, si ce n'est pas une donation partage, est rapportable à la succession. Si elle porte sur la quotité disponible ordinaire, eh bien, la libéralité, en principe, n'est pas rapportable à la succession. Mais je peux très bien faire une donation qui ne soit pas donation partage et écarter le rapport. Mais je peux très bien aussi décider d'écarter le rapport sur une donation sur la réserve héréditaire et d'écarter le rapport ou de l'imposer, même si la donation porte sur la quotité disponible ordinaire. Vous voyez le bordel? Non, excusez-moi, mais ça peut être le bordel. Mais en maîtrisant bien les choses, vous voyez bien que, regardez, j'attends le retour du client, mais c'est ce que je vais faire. Alain, une donation sur la quotité disponible ordinaire. Bon, c'est une famille recomposée en plus. Bon, le conjoint, il est bordé, ça va. Alain, une donation, celui que je veux avantager, une donation sur la quotité disponible ordinaire. Bon, mais il faut faire attention. Pourquoi? Parce que l'autre, il ne va pas accepter la donation.
Donc, s'il n'accepte pas la donation, il fera le calcul de sa réserve héréditaire. Donc, on va donner uniquement quelque part de préférence et on va faire jouer la succession normale. Voilà. Mais on va attribuer des préférences à l'enfant repreneur tout de suite, avec les possibilités d'exclusion à la valeur nominale et tout ça. Hein. Et on va préciser que cette donation-là n'est pas rapportable à la succession. Vous voyez, un des avantages de la donation non-partage. J'impose le rapport ou je peux lever le rapport, mais je fais ce que je veux. Parce qu'à l'autre, je vais, normalement, un testament n'est pas rapportable à la succession sauf clause contraire. Bon, donc, vous voyez que je peux quand même jouer là-dessus. Hein. Vous voyez bien que je peux véritablement favoriser un enfant par rapport à l'autre. Surtout avec le droit des sociétés, évidemment. Hein. Voilà. Donc, alors, je ne mets pas tout ça en œuvre parce que ça devient compliqué et le client, il est déjà pas mal embrouillé avec mes propositions. Si je l'embrouille le cerveau avec tout ça, c'est pas la peine. Hein. Il va aller voir ailleurs. Bon, il ne va pas mettre en place des solutions appropriées. Donc, calcul de la quotité disponible. On part du calcul de la quotité disponible ordinaire pour aboutir à la réserve héréditaire. Donc, on fait bien existant au décès, moins le passif, l'actif net. Et on réunit effectivement toutes les libéralités. Si c'est une donation partage, eh bien, on fait la réunion fictive, valeur jour de la donation partage, pour le calcul de la réserve. Si c'est une donation simple, on prend la valeur au jour du décès. Donc, c'est vrai qu'on prend en compte la plus-value fortuite. Attention, fortuite. Ça veut dire que si le donataire démontre que c'est lui qui a mis en œuvre, qui est responsable de la plus-value constatée sur le bien, à ce moment-là, on fera en principe, mais je sais comment c'est fait, eh bien, on n'a pas envie de s'ennuyer avec ça, en plus, ce n'est pas rémunérateur, donc on va prendre valeur jour du décès, sans se poser la question. Hein. D'ailleurs, quand j'ai été rechercher les jurisprudences qui concernent les réunions fictives, notamment pour l'entreprise, j'ai dû faire pas mal de recherches. J'ai passé du temps, on va dire ça comme ça. Hein. Et voilà, donc on dit que c'est mieux pour la donation partage parce que ça fige la valeur. Et je réponds, mais attendez, moi j'ai reçu un immeuble 100 et au moment du décès de mes parents, de la succession, il vaut toujours 100. Alors que ma sœur, elle a reçu le même, juste à côté, les mêmes caractéristiques de l'immeuble, mais son immeuble, il vaut 1000 et le mien, il vaut toujours 100. Vous croyez que j'ai un ressenti d'égalité? Ce qui compte, c'est le ressenti, hein, comme on dit, la température ressentie. Eh bien non, je veux dire, mince alors, ça n'a pas été égalitaire. Alors que si c'est une donation partage, tu peux rien dire. T'as figé, c'est pas grave, tu la fermes, t'as pas le droit. Alors, c'est rassurant, surtout pour celui qui œuvre au niveau de la succession, pour dire c'est la loi, c'est comme ça. Et on ferme toute porte à toute contestation. Mais sinon, vous voyez bien que ce n'est pas du tout égalitaire. Donc, comme on dit que c'est un avantage de la donation partage puisqu'on fige la valeur, moi je dis que ça peut être un inconvénient. Ça peut être un inconvénient, notamment en plus, l'autre inconvénient d'une donation partage. Alors, je ne nie pas les avantages d'une donation partage pour certaines situations. Mais pour d'autres, c'est n'importe quoi. Donc, pourquoi? Parce que si je fais les réunions fictives valeur jour du décès, j'accrois la masse successorale, le calcul de la réserve. Donc, j'augmente forcément la quotité disponible ordinaire. Et si j'augmente la quotité disponible ordinaire, et donc j'augmente ma capacité de libéralité à qui je veux, puisque la quotité disponible ordinaire est la part du patrimoine dont je peux librement disposer en faveur de quiconque. Si je fais une masse de calcul de la succession qui est de 1 million, alors que la quotité disponible avec 2 enfants est de 50%, donc 500 000. Si je fais sur 100 €, la quotité disponible ordinaire, je l'ai figée à 50 €. Donc, et pourtant, c'est la même chose. Mais simplement, d'un côté, j'ai figé les valeurs avec des donations en partage, donc j'ai figé le calcul, le patrimoine elle-même, hein, mais j'ai figé le calcul sur 100.
alors que l'autre, je l'ai figé, je l'ai fait calculer, je l'ai fait courir à 1 million. Ben moi, je préfère avoir une quantité disponible ordinaire de 500 000 plutôt que de 50 euros. Voilà. Donc, méfiance. Donc, quand on vous dit c'est bien, c'est pas bien, ben, quel texte et pourquoi? Voilà. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul après des formations. Je dis souvent à mes élèves, faites attention. Pourquoi? Parce que vous allez sortir de vos études comme ça et vous allez perdre 2 ans. Vous allez perdre 2 ans parce que vous allez vouloir appliquer le casier usufruit, la possession à vos clients. Puis en plus, les flux qu'on voit, c'est toujours incitatif et paf, ça remet des couches. Prenez du recul nécessaire, ingurgitez tout ça et après, il faut savoir l'oublier. Je vous invite à oublier toutes vos connaissances ensuite. C'est là où vous serez le plus sécure. On veut s'accrocher à des croyances, à du savoir soi-disant, mais moi je dis que moins je sais, plus je suis en sécurité. Voilà. Plus j'apprends, moins je sais. Ça me rassure en plus. Pourquoi? Parce que oui, je travaille sans filet. Mais un vrai artiste, lui, il travaille sans filet. Il a toujours des doutes. J'en ai toujours. Heureusement d'ailleurs. Mais vous voyez qu'il ne faut pas prendre les choses pour acquis. Et quel que soit le niveau de compétence de celui de la personne qui enseigne. Moi, j'ai toujours posé à mes professeurs, j'agace évidemment, hein, pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Et je me souviens avoir fait un master, un des masters, le dernier en gestion de patrimoine à Assas, et je surprenais le grand professeur Brenner. Pourquoi? Parce que je posais toujours des questions pourquoi, et je disais tiens, et puis tout d'un coup il me regardait, et puis je voyais son visage s'éclairer, parce que c'est une vision des choses différente de celle qu'on nous a voulu nous faire croire. Voilà. Et quelquefois, c'est dans l'intérêt de certaines professions, de nous faire croire que c'est pas possible. Voilà. Donc c'est vrai que je suis fatigué maintenant à défendre. Vous verrez dans les 2 dernières vidéos que je fais sur la rédaction des statuts, et je dis ne perdez pas de temps à persuader que la Terre est ronde, hein, parce que c'est ça. Hein. Voilà. Donc masse à partager, bien existant, actif net existant, et toutes les indemnités ici pour la masse à partager. Hein. Donc, je reviens ici. 1, j'ai calculé la quantité disponible, j'impute les libéralités, soit parce qu'elle a été faite sur la quantité disponible ordinaire, soit sur la réserve héréditaire, et j'arrive ensuite au partage de la succession, donc il peut se passer du temps hein, entre le décès et le partage de la succession. Bien, je fais bien existant, plus valeur jour du partage, moins passif. J'ajoute les indemnités de réduction réévaluées, ce qu'on n'a pas encore partagé. Donc les indemnités de réduction sur la réserve sont réévaluées entre le jour du décès et le jour du partage, plus je fais jouer les libéralités rapportables. Et en principe, toutes les libéralités sont rapportables, sauf exception, comme la donation partage, ou les donations faites sur la quantité disponible ordinaire. Mais là encore, il y a plein de personnes qui confondent et qui ignorent qu'on peut très bien faire une libéralité sur la quantité disponible ordinaire et exiger le rapport. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. C'est complètement indistinct. Donc vous voyez, si je veux favoriser un enfant, je fais une donation sur la quantité disponible ordinaire non rapportable, et à l'autre une donation sur la réserve héréditaire rapportable. Oups. Vous voyez que je peux faire des égalités inégalitaires, hein, quand même. Hein. Avec une difficulté, c'est que tout ce qui est réunion fictive et tout ça, réserve et quantité disponible, et le rapport ne sont connus qu'au moment du décès. Mais, voilà, les règles de la réserve sont d'ordre public en France, et donc elle s'impose à tout le monde. On ne peut pas passer outre les règles de la réserve, sauf renonciation à l'action en réduction, et ça peut être une renonciation anticipée à l'action en réduction. Ça, je la propose toujours.
Pour moi, c'est la seule solution pour pacifier les relations. Une donation-partage n'entraîne pas la pacification. C'est faux. Ça rassure le professionnel qui liquide la succession. Il ne va pas se retrouver avec des conflits, etc. Oui, c'est sûr. La réduction et les règles du rapport sont supplétives. Vous avez vu que, en principe, sauf qu'une donation-partage n'est pas rapportable. Point. Voilà. Mais on peut très bien exiger le rapport et aussi préciser la valeur du rapport. Sauf précision, la valeur du rapport, et la valeur du bien au moment du partage de la succession. Mais on peut limiter, par exemple, le rapport à la valeur du bien au moment de la donation. Voilà, pour exclure les plus-values, par exemple. Donc, la réduction des libéralités concerne la réserve héréditaire, protéger l'héritier réservataire, le rapport des donations. L'esprit du législateur, c'est de s'assurer d'une certaine égalité entre les héritiers, jusqu'au 6e degré. Donc, le conjoint survivant n'est pas sujet au rapport. Les héritiers non réservataires, les tiers étrangers à la famille ne sont pas sujets au rapport. Si je donnais un immeuble à la congrégation religieuse, la donation n'est pas rapportable. Si je fais une donation à mon petit enfant, sans précision, lui de rapporter la donation. Vous voyez que donner, c'est punir. Voilà. Donc, protéger la réserve, réunion fictive, jour de la donation pour une donation partage, réunion fictive, jour du décès pour des donations non partage. Et ça, je ne peux pas décider autrement. Mais l'héritier réservataire, éventuellement, peut renoncer à l'action en réduction. On ne dit pas renoncer à sa réserve, on dit renoncer à l'action en réduction pour atteinte à la réserve. Tout parti d'ailleurs. Voilà. Y compris par anticipation. Vive la rare! Tout le monde se lève pour la rare. Et dans toute votre proposition, il faut mettre la rare. Elle est rare, hein, mais vous allez voir que, bon je sais qu'il y a des oppositions, hein. Et tout le monde, la plupart des professionnels disent, mais non, c'est pas la peine, une donation partage, ça suffit. Ça n'a rien à voir, pas du tout les mêmes effets. Est-ce qu'on travaille pour l'intérêt du client ou pour l'intérêt de professionnel? Je m'interroge. Voilà, les règles de la réserve sont d'ordre public en France, les règles du rapport sont supplétives.